ben Nicolas, je suis ravi de revenir ici à Lille. Donc on s'est vu la dernière fois, d'abord, permets-moi de te saluer. Merci d'être venu. Ouais, bah en tous les cas, bah, on s'était vu courant avril, là, il me semble, ou mai, et depuis on s'est pas revu. Eh oui. Ça passe vite. Eh bah oui, ça passe vite. Je pensais que ça faisait 4-5 mois, mais finalement c'est... Ouais, bah, c'est vite passé. C'est vite passé. Hein. Et c'est bien passé. Tout à fait. Alors, ce qu'on va aborder aujourd'hui, en tous les cas parce que ça m'intrigue, hein, et donc j'ai vu enfin les produits, on va parler de... Limodio? Eh ben ouais, on va parler de Limodio. Voilà, alors j'ai d'abord quelques questions parce que... pourquoi Limodio? Ça fait longtemps qu'on fait la promotion au magasin des produits compétitifs, des produits qui sont d'un rapport qualité-prix intéressant pour nos clients. Et on a l'objectif de démocratiser, tu le sais, la hi-fi. Ça fait quand même très très longtemps qu'on fait cette promotion-là. Nous, notre objectif, c'est de bien faire comprendre aux gens que la hi-fi, c'est pas un sport de millionnaires et qu'on peut vraiment avoir du son de qualité à la maison à des prix qui sont raisonnables. Et depuis des années, on a déjà des produits qu'on distribue dans différentes marques qui vont rentrer justement dans cet objectif-là. Mais c'est vrai que tu sais qu'on est fabricant d'enceintes depuis longtemps et ça fait longtemps qu'on réfléchissait à se positionner sur ce créneau-là. Et donc c'est de là qu'est venue l'idée de Limodio. Alors, petite question, deuxième question piège. Pourquoi le nom Limodio? Bah, Limodio, less is more, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une expression anglaise qui signifie que on peut parfois obtenir un bon résultat, pas un résultat maximum, mais un très bon résultat en faisant ce qu'on appelle des compromis. T'es consommateur comme moi, on achète chaque jour des choses dans le commerce, des vêtements, des chaussures, une chemise, une voiture, on achète tout un tas de choses dans des biens de consommation, tout à fait. Des biens de consommation au quotidien. Et en tant que consommateur, tu sais bien que même si on a parfois la possibilité de le faire pour certains clients, ce qu'on recherche très souvent, c'est un compromis optimal entre ce qu'on attend de notre produit, donc en l'occurrence par exemple d'une paire de chaussures, et ce qu'on a envie d'y mettre. Et nous on se rend compte au magasin, avec l'expérience qu'on a depuis maintenant des années, que la plupart des clients ne cherchent pas forcément la performance absolue, mais ce qu'ils vont rechercher, c'est un rapport... J'aime pas parler de rapport qualité-prix, si tu veux, parce qu'un rapport qualité-prix... Ouais, tout le monde en parle et voilà. Puis ça ne veut plus rien dire. Manger entrée plat dessert à 4,80 €, c'est effectivement un bon rapport qualité-prix, mais bon, tu bouffes, je sais pas ce que tu manges à ce tarif-là. Donc un rapport qualité-prix, ça veut rien dire. En revanche, on aime bien parler de rapport valeur-prix. Valeur-prix. Un rapport valeur-prix, c'est qu'est-ce que j'ai dans mon produit en valeur et qu'est-ce que j'ai au niveau du prix de vente final pour le client. Tout à fait. Et la philosophie de Limodio, c'est d'avoir effectivement fait des économies structurelles très importantes. On s'est vraiment organisé en interne pour faire des économies très importantes, pour raccourcir tout ce qui était possible de raccourcir, sans jamais renier sur la valeur intrinsèque du produit. Ouais. Une paire de Limodio, c'est pas un produit low cost, mais c'est un produit qui est très optimisé. Tout à fait. Là où on aurait pu claquer 30 000 balles pour une campagne de communication dans les magazines, sur Internet, etc., si on a dépensé 300 ou 400 €, c'est le bout du monde. Parce que Vous avez tout optimisé. le différentiel, qu'est-ce qu'il paye? C'est le client. Et est-ce qu'il a envie de payer 400 € de campagne publicitaire par enceinte quand il va les acheter? C'est pas forcément sûr. Donc c'est là-dessus qu'on a fait des efforts. En fait, on a regardé la chaîne de valeur, on a analysé tout, et on s'est dit, voilà comment on pourrait s'organiser pour faire un produit. Et on va s'arrêter, effectivement, et c'est pour ça que ça s'appelle la Pareto, tu allais peut-être me poser la question après. Ouais. Pareto, c'est la règle des 80-20, c'est-à-dire qu'on va, alors évidemment c'est peut-être 78, tu comprends, c'est une image, mais c'est la philosophie du produit, c'est d'aller chercher le maximum de performance avec le maximum de compromis. On va à un moment donné, si tu veux, avec tous les tests qu'on a pu faire sur les composants, les haut-parleurs, quand on voit qu'il faut dépenser beaucoup plus pour gagner un tout petit peu, on arrête. Tout à fait. Quand on fait pareil sur les composants, dès qu'on voit qu'il faut dépenser beaucoup plus pour gagner un tout petit peu, on s'arrête. Et on fait ça sur tout. Ce qui nous permet d'avoir un produit d'une compétitivité extraordinaire. Et d'ailleurs, les clients ne se sont pas trompés, ça a bien fonctionné. Bon, alors, tu viens de répondre à la question de Pareto, hein, qui est une loi, hein, la loi de Pareto. Oui, le Pareto. Voilà. Mais bon, il faut peut-être aussi l'expliquer. Alors, pourquoi First Edition?
Bah, First Edition, parce C'est la première et après c'est fini ou c'est-à-dire qu'en fait, on voulait, entre guillemets, marquer le coup. La First Edition, c'est parce que, pour nous, c'est quand même une création de marque. Lim-Audio, c'est une marque qui a été pensée dans une voiture. On était avec François en train de revenir d'une installation qui était du côté dans l'est de la France, et on s'est dit pourquoi on ferait pas une marque, et c'est comme ça que c'est venu l'idée. L'idée est venue comme ça. Donc, c'est pourquoi vous avez bien fait d'aller dans l'est de la France. Exactement. Mais dans les voitures, des fois, on perd pas son temps. On a des réflexions et puis on réfléchit à des trucs. Et l'histoire Lim-Audio, elle a démarré de là. Je me rappelle encore avoir on avait discuté de plusieurs noms de marques possibles, et on s'était dit, Lim, Less is More, ça reflète bien, on comprend bien l'ADN du truc, tu sais. C'est vraiment, tu comprends exactement de quoi il s'agit très très facilement. Alors pourquoi la First Edition? Parce qu'on voulait que ce soit un projet un peu collaboratif avec les clients. On a beaucoup communiqué sur le projet, on a fait les toutes premières ventes de Pareto avant même que les produits soient terminés. On avait évidemment, nous, nos prototypes et nos produits de pré-série qui étaient finis. On ne se serait pas permis de lancer des produits, t'imagines, qui n'étaient pas finalisés. Mais en tout cas, quand les premiers clients ont commencé à acheter les Pareto, ils ont acheté une photo. Une photo. Ce qui était quand même assez extraordinaire. Et donc on s'était dit, on va leur donner entre guillemets un avantage. Le premier avantage, c'est un prix plus compétitif pour la première série. Là, à l'heure où je te parle, on a lancé une série de 50 paires. Il doit en rester, François m'arrêtera si je dis des bêtises, une petite dizaine. Donc on a quasiment tout vendu en un peu moins de 3 mois de temps. Donc pour nous, c'est le mi-juillet. On a lancé les précommandes, je crois que ça devait être le 11 juillet. Et ça a fonctionné tout de suite. Ça a fonctionné tout de suite. À notre niveau, au niveau du Quai du Son, si tu veux, c'est le plus gros succès commercial en quantité en aussi peu de temps. On n'a jamais vendu autant d'enceintes en aussi peu de temps sur une seule référence. Et qui plus est, à des clients qui ne l'avaient ni vu fini, ni même écouté. Alors pour nous, ça a été extraordinaire en termes de confiance. Ouais. Parce que quand tu as des clients qui t'appellent de Biarritz, quand tu as des clients qui t'appellent de Strasbourg, ou de Angers, ou de Reims, et qui te disent « j'ai vu votre truc et je veux en commander une paire, je vous envoie un chèque, qu'est-ce que je dois faire pour commander ?» Pour nous, c'était extraordinaire, parce que ça veut dire que le capital confiance du Quai du Son est énorme. Et ça, pour nous, c'est une fierté extraordinaire. Bah, vous pouvez l'être, hein, je pense. Parce qu'en si peu de temps, autant, c'est quand même... Là, je pense que d'ici la fin du mois, tout sera fini. Alors, First Edition, qu'est-ce qu'on apporte à nos clients, nos 50 premiers clients? Effectivement, une petite plaque numérotée avec le numéro de série et le nom gravé. On a un peu de retard puisque le fournisseur à qui on devait faire ça, finalement, peut pas le faire exactement comme on veut. Donc, on va prendre un peu de retard, mais on aura sa petite plaque avec son numéro de série, donc de 1 à 50, et c'est la First Edition. C'est-à-dire que si tu fais partie des 50 premiers, bah, tu fais partie des tout premiers clients Lim-Audio. Peut-être que dans 10 ans, ça voudra dire quelque chose. Ok. Alors... Ça, et deuxième chose, comme on a lancé une série de 50 paires, on a réussi à négocier chez nos différents partenaires ébénisterie, haut-parleurs, composants des prix plus compétitifs, qu'on a répercuté intégralement sur le prix client. Il y avait 18% d'écart entre le prix à l'unité et le prix sur 50 paires. Quand tu achètes en quantité, tu payes moins cher. Oui, tout à fait. Bah, c'est valable pour tout. Tous les gens font leurs courses. Hein. Il suffit de voir les promos avec le petit paquet de pâtes. Et puis voilà. Quoi. Donc ça va bientôt s'arrêter à partir du moment où on refera une deuxième série. Donc la deuxième édition. Alors. La deuxième édition, le prix sera un petit peu augmenté. D'accord. De l'ordre d'une quinzaine de pourcents. Ce qui restera de toute façon extrêmement compétitif. Oui, tout à fait. Hein. Ça ne va pas représenter grand-chose dans l'absolu, mais bon. Et avec la même méthodologie en termes de marketing, en termes de lancement, en termes de précommande? On va plus travailler sur de la précommande puisque là on est sur un produit qui est maintenant un produit de série. Mûr, donc c'est un produit mûr. Exactement. Les premiers commentaires commencent à tomber. Les gens qui se disaient, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a eu trois vagues. Il y a les tout premiers clients qui nous connaissaient déjà d'avant, qui ont dit, de toute façon, si Quai du Son sort son enceinte, connaissant leur historique, ils vont pas griller leur réputation pour vendre 50 paires d'enceintes. Ils vont forcément nous faire un truc bien. C'est les premiers clients qui ont commandé. Ensuite, il y a eu les deuxièmes clients qui ont attendu de commencer à voir les photos des produits finis, pouvoir l'écouter en magasin. Et maintenant, tu as les clients qui ont attendu les premiers retours d'utilisateurs qui ont ça chez eux dans leur salon, les commentaires vraiment dithyrambiques pour le coup, qui disent... Retour d'expérience, quoi. Retour d'expérience, et des gens qui disent, bon, bah, ok, maintenant j'y vais, parce que si j'y vais pas maintenant, j'irai jamais. C'était ces trois phases-là, en fait, qu'il y a eu. Ouais, c'est une très bonne expérience pour vous en termes de lancement, en termes de... Tout à fait. Et on en vend, on en parlera, je pense pas qu'on en parle d'ailleurs, mais en tous les cas, beaucoup d'expérience en termes d'idées préconçues dans la profession où
Non, on va pas en parler parce que, bon, en tous les cas, beaucoup d'idées préconçues qui ont été cassées parce qu'effectivement, le consommateur a réagi d'une façon totalement différente que par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Ben, ce qui se passe, si tu veux, c'est que je pense qu'on a un avantage en tant que fabricant très très important par rapport à des fabricants traditionnels, c'est qu'on est chaque jour en contact avec nos clients finaux. Nos clients, on les connaît par cœur. On sait ce qu'ils recherchent, on sait ce qu'ils veulent, on sait ce qu'ils ne veulent plus, on sait ce qu'ils pensent du marché. Ils nous le disent. Après, il faut bien comprendre que tu as le fabricant, l'importateur, le revendeur et le client final. Le fabricant, lui, son but, c'est pas forcément de rentrer en communication. Lui, ce qu'il veut, c'est vendre du matériel. Tout à fait. Je te parle en général. Oui. Après, c'est un petit peu caricatural ce que je dis, mais globalement, ça se passe quand même comme ça. Et on se rend compte, d'ailleurs, tu sais très bien qu'on voit sortir parfois des produits. On se dit, le fabricant, il a sorti ça pour qui, quoi? Pour lui-même. À qui ça s'adresse? Il se fait plaisir, c'est un peu fantaisiste. Voilà. Il nous a sorti 2 blocs mono de 200 kg, ou alors il nous a sorti une enceinte à 113 000 euros, la paire. À qui ça s'adresse? Non, mais il y a des moments où tu te questionnes, tu te dis, voilà. Bon, nous, chez LIM, on connaît nos clients finaux. On sait ce qu'ils recherchent, on sait ce qu'ils ne recherchent pas. Et LIM Audio, c'est un concentré d'attente, effectivement. Et c'est pour ça que je pense que ça contribue au succès relativement immédiat du produit. Oui, chapeau bas. Chapeau bas. Alors, je voudrais quand même également dire comme quoi votre logo m'a beaucoup plu. Tu peux me parler de qui a conçu le logo, etc. Alors ça, parce qu'il est vraiment génial. Alors ça, il est sobre, il est super beau. Ça, pour la partie artistique, tout revient à François qui s'occupait donc du logo. Bravo François. C'est lui qui a créé cette typographie. Donc une typographie extrêmement épurée. Ouais. Et vraiment dans l'esprit de la marque, quoi. Vraiment dans l'esprit de la marque. Donc ça, c'est François qui s'occupait de cette partie, on va dire graphiste, au niveau du logo du. En incluant la couleur? En incluant la couleur, ouais. D'accord. On voulait quelque chose de vraiment basique. Basique qui va à l'essentiel. C'est ça LIM Audio, on va à l'essentiel. C'est l'esprit de la marque. On ne cherche pas à mettre des trucs qui coûtent une blinde aux clients et qui rapportent rien. Oui, non. On va leur rajouter. Mais en même temps, avoir un impact sur le visuel de la marque. Bien sûr. Et le logo a beaucoup plu. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, petite question, rapidos quand même, rapidement. Pourquoi un 21 cm? Alors, puisque la configuration, c'est un double 21, donc c'est système 3 haut-parleurs, 2 voix. C'est ça. Absolument. Système d'Apolito. Oui. Bon. Et pourquoi un 21 cm? Moi, personnellement, je suis assez... alors là, c'est vraiment du personnel pur. Je suis assez quelqu'un qui aime beaucoup les écoutes relativement volumiques, avec des enceintes qui ont du grave, mais un grave puissant et un grave propre. Tu sais bien que c'est très facile de faire du grave avec une enceinte. Oui, enfin bon, mais faire un grave puissant qui ait du volume et qui soit propre, c'est pas facile. Donc pour faire ça, il fallait déjà démarrer avec une charge close. Pour faire une charge close avec 21 cm, il y a un volume de charge qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, mais qui doit être relativement important. L'enceinte doit faire à peu près 90 litres de litrage, 90 de litrage à l'intérieur. Donc c'est quand même une enceinte relativement volumique. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à cette taille d'enceinte. Et on voulait pour la première série faire une enceinte un peu, tu sais, voilà, une enceinte un peu américaine avec le bon coup. Exactement, voilà. Exactement. D'accord. Et ça n'a pas gêné finalement les ventes, parce qu'on s'était dit une grosse enceinte ça va peut-être un petit peu gêner, parce que quand même, ça rentre pas forcément, enfin tu as vu le bébé. Oui, mais ça c'est ce qu'on appelle les idées préconçues, c'est-à-dire que c'est trop gros pour mon intérieur, et puis tout compte fait on s'aperçoit que quand l'objet est joli et bien designé, tout compte fait c'est plus un problème. C'est pas une enceinte qui est énorme, mais c'est quand même une belle colonne. Ouais. Et finalement ça n'a pas du tout posé problème aux clients et aux clientes qui sont très sensibles à ça. On dit finalement, je la trouve pas mal, on va mettre dans un coin, puis voilà. Bon. Eh ben génial. Alors, si j'ai bien compris, tu rectifies si je raconte une bêtise, mais donc il y a 3 niveaux, non pas de finition, mais 3 niveaux de filtrage, c'est ça? Absolument. Le stage 1, le stage 2 et le stage 3. On sait un petit peu... Alors, petite question, puis après je te laisse la main. Donc c'est une offre grosso modo où on va s'adapter par rapport à l'exigence du client et à son porte-monnaie. Mais ce que je voudrais, retour d'expérience, est-ce que tu as une petite... Enfin tu l'as forcément. Est-ce que les gens ont pris plus le stage 1 ou le stage 2 ou le stage 3?
Enfin, 3, excusez-moi. Alors, je vais t'expliquer déjà pourquoi on est parti sur 3 niveaux de filtration. Parce qu'on voulait démontrer que ce qui fait la qualité d'une enceinte, c'est 2 choses. C'est d'une part la qualité des composants qu'on va retrouver à l'intérieur. Comme un grand cuisinier, tu ne peux pas, ce n'est pas possible, c'est des lois sûrement techniques, tu ne peux pas faire une grande enceinte avec des composants low cost ou des composants trop cheap, c'est pas possible. Ce qu'on voulait montrer, c'est qu'on était capable, à notre niveau chez Limaudio, avec un prix qui était final très tenu, de mettre un filtre qu'on ne retrouve pas, et tu peux le vérifier par toi-même, et tu le sais parfaitement, qu'on ne retrouve pas dans certaines enceintes à 20 000 € la paire. Et les gens l'ont vérifié, j'en ai parlé dans la vidéo, j'ai dit démontez une enceinte à 20 000 € et regardez ce que vous avez dedans comme filtrage, vous n'avez pas la qualité d'un stage 3. Et il y a des gens qui m'ont envoyé des photos. À François, au magasin, ils ont dit effectivement j'ai démonté ma... blanc comme des linges, j'ai démonté mon filtrage et j'ai vu que effectivement j'ai pas compris. Tu comprends? Alors pourquoi stage 1, stage 2, stage 3? Si tu veux, il y a deux choses. Il y a effectivement le niveau d'exigence des clients. Tu as des clients qui vont acheter une enceinte pour remplacer une enceinte qui ne fonctionne plus, qui est trop vieille et qui ont un niveau d'exigence donné. Tu as des gens qui veulent aller plus loin. C'est comme dans tous les domaines. Stage 1, stage 2, stage 3. C'est comme un 4 cylindres, un 6 cylindres, un 8 cylindres. Ça dépend de ce que tu souhaites en faire. Ça dépend du niveau de performance que tu vas rechercher. Au niveau du feedback, je pense qu'on a vendu 90%, 85%, mais on est à peu près autour de ça, de stage 3. Parce que l'écart de prix entre les deux est tellement faible en valeur absolue, je crois qu'il y a à peu près 120 € d'écart, que les gens se sont dit, bon attends, 120 balles d'écart, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre la meilleure finition. Et c'est ce qui fait que les gens ont pris du stage 3. Oui, donc ça veut dire ça veut dire aussi comme quoi, il y a beaucoup de gens, on en a parlé déjà dans une vidéo, ils ont quand même entendu la différence. Ah ben ils ont entendu la différence. Il y a une différence, sinon on ne s'amuserait pas. Je crois qu'il y a un commentaire sur internet qui circule en ce moment qui explique qu'il n'y a pas de différence entre les filtres. Donc en fait que tu aies un filtre comme ça, 1, 2 à 3, ça fait aucune différence. Je laisse les gens faire des commentaires, tu connais les forums aussi bien que moi. Bon, on avait fait la toute première série avec des filtres extérieurs, où tu pouvais permuter quasiment direct, tu entends bien une différence évidente au niveau de la qualité. Après, ça va être une question d'association avec les appareils des clients. Quelqu'un qui travaille avec une toute petite mini-chaîne tout en un de bonne qualité courante, on va dire, partir sur un stage 3, c'est pas forcément intéressant. Le surplus de qualité apporté par le stage 3 va pas forcément être passé par l'amplification ou la source de base. Par contre, si tu as un beau petit ampli à tube derrière, avec une belle source, une belle platine vinyle, partir sur un stage 3, ça prend tout son sens. Oui, tout à fait. On voulait faire, si tu veux, on s'était inspiré de tout ce qui était reprogrammation de motorisation dans le sport automobile, tu sais. Avec un moteur, tu peux tout à fait modifier sa courbe. Augmenter en puissance, optimiser le moteur. Et là, c'est ce qu'on a fait ici avec comme la ligne d'échappement, etc. Donc, voilà. On peut jouer sur certains paramètres. Il y a des condensateurs qui coûtent très cher. C'est ce qu'on met par exemple dans les stages 3. Il y a des condensateurs qui coûtent un peu moins cher. C'est ce qu'on met dans les stages 1. Mais ça a une répercussion sur la qualité du son, bien évidemment. Tout comme les câbles, tout comme tout le reste. Oui, mais au moins c'est explicite. À ce moment-là, on te dirait, bah, ça sert à rien de mettre un haut-parleur plus cher qu'un moins cher. Si, il y a des hiérarchies de qualité. Sinon, à ce moment-là, tout le monde mettrait des haut-parleurs basiques et aucune marque ne se permettrait de mettre des haut-parleurs très chers parce qu'on dirait, bah, ça sert à rien. Si, ça sert à quelque chose. Mais dans le concept de Limaudio, dans l'ADN de Limaudio, c'est de se dire, on ne cherche pas l'absolu, on cherche le meilleur compromis possible pour le client utilisateur final. Tout à fait. Il y a une marque de voiture, on en voit plein les rues, qui part de ce principe-là, qui est un groupe français. Et qui s'est dit, les gars, on va faire une petite bagnole, on va pas réinventer la roue, on va faire une petite bagnole autour de 8 000 €, neuve, petite citadine, je le sais parce que ma femme en a une, et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'on refait un nouveau volant? Bah ok, Bruno, refaire un nouveau volant, ça va nous coûter 40 000 balles de développement, il faut relancer une série. Bah, on a déjà des volants dans le tiroir, au niveau datasheets technique, on peut tout à fait faire un volant. Est-ce que c'est vraiment intéressant de redesigner un nouveau volant? Pas forcément. On économise autant. Le truc de vitesse, le frein à main, ils ont fait ça sur toute la bagnole et ils ont sorti une bagnole de très très bonne qualité qui ne fait pas tout. Non. C'est pas l'absolu, mais pour le prix, elle le fait très bien. Mais pour le prix, c'est juste extraordinaire. Je le sais, j'en ai possédé une à titre personnel, ma femme en avait une. C'est ça l'esprit. On s'arrête, on cherche un compromis. Et pour celui qui veut aller au-dessus de ça, on a des choses qui existent également. Tout à fait. On respecte la demande des clients.
tout simplement. Et alors, également, donc, y a-t-il une nouveauté? Alors, je crois qu'on va la présenter, cette nouveauté, puisqu'effectivement, vous avez décliné une bibliothèque, si je me trompe. Oui, tout à fait. Une vraie bibliothèque. Alors, qui s'appelle la Chose. Alors, pourquoi la chose? Parce qu'on passe de Pareto avec la loi, et là, on passe sur la chose. C'est toujours, au pied. Alors, c'est toujours la Pareto. C'est la Pareto chose. Ah, mais je ne savais pas. La Pareto. C'est la Lime Audio Pareto. Alors, la première, c'était la Lime Audio Pareto First Edition, le modèle de base. Et maintenant, c'est la Lime Audio Pareto chose. On respecte les mêmes, on va dire, le même état d'esprit, le même principe, sauf qu'on va l'appliquer pour des petites enceintes. Tu peux nous en parler? Tu peux la montrer? Bien sûr, elle est là, elle est cachée. Elle est là. En fait, si tu veux, quand on a lancé la Pareto, on a eu tout de suite énormément de demandes de gens qui ont dit j'adore l'état d'esprit, franchement, ce que vous faites, c'est génial. Le rapport qualité, le rapport valeur-prix, pardon, est extraordinaire. Le son est super. Par contre, il y a des gens qui m'ont dit moi, chez moi, je peux pas mettre ça. J'habite en appartement. Ma configuration de pièce fait que je peux pas forcément. J'ai un séjour, j'habite dans un studio à Paris. Qui est pas très grand, je peux pas me permettre de mettre de gros enceintes. Je veux me faire un second système pour mon bureau. On a énormément de clients qui sont des professions libérales, des avocats, des médecins, des gens comme ça qui ont un petit bureau professionnel et qui pouvaient pas mettre ça parce que trop gros, trop encombrant. Donc on a eu des demandes importantes et c'est là qu'est née l'idée de la chose. Alors attention à la finition, hein. Ça c'est le modèle de précision. Non, c'est un prototype. C'est un prototype. Voilà. Donc, mais voilà le format de l'enceinte. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, elle n'est pas profonde. Elle n'est pas profonde. Et pourquoi elle n'est pas profonde? Pour qu'on puisse réellement la poser sur un bureau. Ou la mettre vraiment dans une étagère. C'est une vraie enceinte bibliothèque. Parce que quand tu vois des enceintes bibliothèques qui n'en sont pas, c'est-à-dire avec des grosses profondeurs, en fait, tu te rends compte qu'il faut les mettre sur un pied, quoi. Ah bah oui. Donc ça sert donc tu reviens plus le prix du pied, donc tu reviens une enceinte. Ici, c'est une deux voies, une deux voies de haut-parleur. Ça va toujours être une charge close. Comme le premier modèle, donc facilité de placement, énorme. Alors, tu peux vraiment les mettre devant le mur arrière. Tu peux les mettre devant le mur, carrément. Tu peux même les mettre dans une étagère, tu peux les mettre dans une bibliothèque. C'est pour ça que je dis, c'est une vraie bibliothèque. Parce que quand on te vend une bibliothèque avec un évent arrière et que tu la mets dans une bibliothèque, ça ne peut pas techniquement fonctionner correctement. Non, parce que ça fait un peu frein quand même. Ça gêne un petit peu. On va repartir sur le même haut-parleur qu'on utilisait dans la Pareto First Edition, sauf qu'ici, ça va être un 17 cm au lieu d'un 20. Plus petit boomer, donc une enceinte qui va descendre effectivement moins fortement dans le grave, mais c'est parce qu'on lui demande, c'est une petite enceinte compacte, quoi qu'elle descend pas mal. Tu l'as entendu tout à l'heure. J'ai entendu tout à l'heure, oui, ça le fait, hein, c'est magique. Hein. Tout à l'heure, pour nos auditeurs, on était dans le magasin, ici on est dans le QDS2, on était dans le QDS1, qui est une pièce qui doit faire à peu près 55 mètres carrés avec une bonne hauteur sous plafond. Je peux vous dire que ça descendait déjà pas mal. Évidemment, pas dans... sur l'orgue, tout à l'heure, c'était quand même... impressionnant. Ça descend quand même bien. Maintenant, elle ne fait pas ce que fait une colonne. Non. Maintenant, ce n'est pas son rôle. Ça ici, c'est fait pour tourner dans des pièces, on va dire jusqu'à 20-25 mètres carrés, en écoute dite de proximité. Donc tu peux les avoir à côté de chez toi, tu peux les avoir dans ton bureau, à côté de tes oreilles, ça ne va pas gêner du tout. C'est fait pour ça. Il ne faut pas aller mettre ça dans un séjour 100 mètres carrés, ça ne sert à rien. Oui. C'est pas l'objectif recherché. En tous les cas, c'est pour un autre type d'application où effectivement c'est de la proximité, comme tu viens de le dire. Donc c'est une enceinte qui va être disponible en plusieurs finitions. Tu vas avoir du chêne fumé comme la Pareto First Edition. Tu vas avoir un blanc mat et tu vas avoir un noir mat. Tout livré dans un petit carton. Expédition évidemment dans toute la France et même dans certains pays étrangers. Le rendement, figure-toi qu'il est meilleur que ce qu'on avait imaginé. Tu peux faire tourner ça sur un petit ampli de 2x10 watts sans aucune difficulté, en classe A bien entendu, donc par exemple du Sogden, du Fez, de l'audio analogue ou ce genre de choses. Elles sont pas compliquées à driver. T'es pas sur un rendement très très bas. Ça marche très très bien. À peu près combien le rendement? Je l'ai pas encore mesuré, mais on va être autour de 88 décibels. Ouais, ce qui est quoi quand même. En écoute de proximité, ça va. Tout à fait. Franchement, ça va. Et donc, même notion en termes de filtre, stage 1 C'est le même filtre que la Pareto, sa grande sœur. C'est la stage 1, la stage 2, la stage 3. Donc là, ce que j'invite vraiment, c'est les clients qui sont intéressés par ce modèle, c'est à nous contacter pour demander la meilleure association possible en fonction de leur exigence. Mais bon, dans une large majorité des cas, du stage 3, tu peux... Il y a un ordre de prix
Je ne peux pas encore donner de prix, Philippe, je suis désolé. C'est encore prématuré. J'ai pas encore le prix exact dans la mesure où j'attends des éléments pour les ébénisteries, mais le premier modèle sera largement, je dis bien largement, sous 1000 € la paire. D'accord, donc c'est déjà une notion un peu qui peut être, voilà, on se situe dans la fourchette des 1000 €. Avec une finition identique à la première, donc c'est-à-dire une finition impeccable, une petite façade ici, une petite façade ici. Métallique aussi? Ouais, absolument. Le petit logo. Qu'est-ce que je peux te dire? Câblage. Alors le logo, il sera où? Ah bah, il sera en fait sur la plaque en métal qui va se retrouver devant. Ça va être un peu différent. Tu vois? D'accord, ok. Ce sera gravé dessus ou ce sera un ajout? Non, ce sera un dooming aussi. Un dooming. D'accord, ouais. D'accord. Ça, on est en train de voir comment on va le finaliser. Le boomer sera peut-être un tout petit peu remonté. On est en train de travailler là-dessus. Non, en tous les cas, très belle écoute. Bornier plaqué, évidemment. Ouais, là. Le filtrage sera vissé directement sur la partie arrière de l'ébénisterie. Donc ça n'existera plus, on est bien d'accord. Les deux vis là. Si. Oui, mais elles seront à l'intérieur. On les verra pas. Ouais, on les verra. Ah bah en fait on verra plus les rondelles, on verra juste les vis. Il y aura un insert si tu veux. D'accord. Il y aura un insert. Non, en tous les cas, joli projet. Il y a un amortissement à l'intérieur. Absolument, il y a un amortissement avec un matériau acoustique qu'on utilise également pour les Pareto standards. Donc il y a question bête. Enfin quoi qu'il n'y a pas de question bête. Le pied. Il y a un pied qui est proposé ou pas? On peut vendre un pied à part. Nous, on n'est pas fabricant de pieds. D'accord. Mais l'enceinte est vendue sans les pieds. C'est une véritable enceinte de bibliothèque. Non, mais pour ceux qui veulent avoir... tu peux tout à fait. Alors, nous, ce qu'on constate au magasin depuis maintenant des années, c'est que les clients qui achètent une enceinte bibliothèque et qui la posent qui s'imaginent qu'ils vont acheter une bibliothèque et la poser sur pied, finalement repartent sur une colonne, parce que l'encombrement au sol est la même chose qu'une colonne. Donc, là, c'est une vraie bibliothèque. À poser sur un bureau ou de part et d'autre d'une télévision, par exemple. Ça, typiquement, le client qui souhaite améliorer le son de sa télévision et qui n'a pas beaucoup de place, avec un petit ampli avec une entrée optique, il peut transfigurer totalement son écoute à un prix très raisonnable. Ça, c'est intéressant. Tout à fait. On n'y pense jamais. Plutôt que d'acheter une barre de son, oui. Plutôt une barre de bruit. Une barre de bruit, une barre de son. Rien que le nom m'amuse. Alors, peut-être d'autres projets au-dessus de la Pareto First Edition? On est en train d'y réfléchir parce qu'on a aujourd'hui la capacité, une capacité quasiment illimitée à imaginer des nouveaux produits. Et ce qu'on constate, si tu veux, c'est que dans le monde de l'hi-fi, il y a une incompréhension, notamment dans le haut de gamme, entre l'innovation technique de ces produits, qui n'est aujourd'hui plus vraiment avérée. Qui a innové vraiment quelque chose en enceinte acoustique depuis maintenant des années? C'est toujours des haut-parleurs dans une boîte avec un filtrage de différentes qualités. Alors, ce qu'on a réussi à faire avec l'Imodio, c'est entre guillemets casser un peu les codes au niveau du rapport valeur-prix, qui là pour le coup est redoutable. Mais on n'a pas vu depuis des années un haut-parleur révolutionnaire qui fasse plus de choses vraiment objectivement qu'un autre. Tu comprends ce que je veux dire? Donc à partir de là, ce qu'on envisage peut-être de faire, courant de l'année 2020, c'est pas encore décidé, on en parlait avec l'équipe récemment, c'est de sortir un modèle haut de gamme, c'est-à-dire un modèle beaucoup plus, on va dire, important en termes de budget qu'une Pareto First Edition, tout en conservant le rapport valeur-prix de ses petites sœurs. C'est-à-dire qu'un produit où tu en as vraiment pour ton argent, pour du haut de gamme. En clair, on pourrait sortir une enceinte que tu pourrais retrouver sur un salon international à 40 ou 42 000 €. On pourrait sortir un produit comme ça, moins de 10 000 €. Ça, c'est le genre de petit challenge qu'on est en train de se faire. Parce qu'on la vendrait en direct, avec des frais de structure qui sont très faibles, etc. On est capable de le faire aujourd'hui. Oui, ça, je me doute. Est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse, ce type de projet? Forcément moins qu'une petite enceinte bibliothèque, forcément moins qu'une Pareto. Mais des gens qui ont du pouvoir d'achat et qui se disent, moi j'ai envie d'acheter quelque chose de topissime, mais mettre 42 000 €, 50 000 € pour une paire d'enceintes, ou 30 000 € ou même 20 000 €, ça me pose un problème, parce que j'estime que c'est un petit peu surfait. On a peut-être une réponse à apporter à ces clients-là. C'est clair. On verra s'il y a des réponses. Mais entre la Pareto First et ce modèle
hypothétique, il y a peut-être, parce que là on passe à 10 000, grosso modo, c'est ce que tu viens de me dire, Bah, ça il y a pourrait peut-être un intermédiaire, non? Oui, on va voir. On va voir comment on peut faire. C'est vraiment un projet. Il faut voir si le marché peut répondre. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de clients qui sont aujourd'hui en attente de vrais haut de gamme. Je réfléchissais ce matin à ça dans la voiture. Je me disais, le haut de gamme, on peut en parler. C'est quoi le haut de gamme en fait? C'est un produit qui est cher. C'est ça le haut de gamme? C'est-à-dire, oui, je voudrais que tu nous expliques, parce que tout le monde parle de haut de gamme, mais haut de gamme, c'est le prix ou c'est haut de gamme parce que c'est des matériaux haut de gamme? Le haut de gamme, si c'était le prix, ce serait un peu facile. Ça veut dire que tu imagines, moi je suis fabricant d'enceintes, je vais mettre un prix élevé. Donc par exemple, une Pareto, je vais la mettre à 10 000 euros. Parce qu'il y a des enceintes sur le marché, tu le sais comme moi, qui ont la même technologie embarquée, voire moins bonne, qui coûtent 3-4 fois plus cher. Il y en a il y a plein d'exemples. On va pas citer de marque, c'est pas le genre de la maison, on est des bons garçons, bien élevés. Mais est-ce qu'il suffit de mettre un prix cher pour que ce soit du haut de gamme? Non. Moi, ma propre définition du haut de gamme, c'est la valeur du produit par rapport au prix qui est proposé. Tout à fait. Pour moi, c'est ma définition du haut de gamme. Il y a un confrère qui a pas longtemps venu me voir, c'est une petite anecdote, j'allais en parler dans une autre vidéo, mais j'en parle avec toi, et qui me dit, Nicolas, t'es chiant, le haut de gamme, t'as un peu cassé le haut de gamme, etc. T'es tout le temps en train de dire que... Je dis, non, on s'est pas compris. J'ai jamais dit du mal ou déglingué, comme il m'a dit, c'est le mot qu'il a utilisé, le haut de gamme. J'ai juste dit que 90%, si ce n'est plus, des productions hi-fi haut de gamme en France et dans le monde aujourd'hui sont surfaites. J'ai dit ça, et je le redis aujourd'hui. En revanche, il existe des productions haut de gamme, réellement haut de gamme. C'est ce qu'on fait par exemple avec notre marque d'enceinte Qualis Audio. Oui, tout à fait. Des composants, quand tu as 400 balles de condensateur ou de self par enceinte, multiplié par autant, avec des ébénisteries qui coûtent une fortune en lac piano fabriqué en France avec du câblage argent, des haut-parleurs qui coûtent 1000 euros pièce, ça ne peut pas ne pas coûter cher, c'est pas possible. Ça, c'est du véritable haut de gamme. Il y a de la valeur dans le produit. Bien sûr. Et donc, effectivement, c'est cher. C'est cher, c'est vrai. C'est pas pour tout le monde. Mais les ingrédients, c'est comme la restauration ou la bonne bouffe. Mais là, j'ai pas de problème à parler de ça à un client parce que je peux le regarder les yeux dans les yeux en lui disant, effectivement, monsieur, vous payez effectivement un certain tarif, mais vous en avez pour vos sous. Pour votre argent. Et t'en as pas pour tes sous actuellement dans beaucoup de produits IFI qui sont sur le marché. Je suis désolé. Et alors, pour revenir à ce Et les clients pensent comme moi, parce que les clients, quand je leur tiens ce discours, ils me disent effectivement, je suis d'accord avec vous. Et comme par hasard, ils vont acheter d'occasion, parce qu'ils disent, à moins 50, c'est intéressant. Je pouvais l'acheter neuf, mais je l'ai acheté d'occasion. Parce qu'une paire d'enceintes à 10 000 balles, qui me paraissait très surcotée, à 5 000, ça me paraît déjà mieux. Donc c'était pas un problème d'argent, c'était un problème de ce qu'on appelle de la valeur perçue. Absolument, la valeur. Et pour moi, le vrai haut de gamme, c'est des produits qui respectent le ratio valeur-prix final le plus intéressant possible. C'est-à-dire que tu payes un certain prix, mais tu en as pour tes sous. Tout à fait. Donc moi, il n'y a pas de souci. Si tu en as pour tes sous, ça va. Et tu as réussi à convaincre ce fameux collègue, puisqu'il te reprochait comme quoi tu cassais, etc. Alors, est-ce qu'il a compris quand même le message, ou bien il a resté sur sa position? Si, il a bien compris la position. De toute façon, la position, c'est ma position, c'est la position du magasin. Oui, et puis la position aussi, peut-être aussi des clients. Donc c'est la position des clients. Les gens, si tu veux, moi je discute beaucoup avec les gens. On est très présents sur les réseaux sociaux. On a des mails tous les jours, on a des contacts tous les jours, des gens qui nous posent des questions sur Internet. Ce qui ressort aujourd'hui, c'est que les gens, les consommateurs, et je sors du contexte IFI. Si tu veux, les gens sont pas... alors, tout le monde a un pouvoir d'achat. Tout le monde ne peut pas mettre 20 000 euros dans une paire d'enceintes, c'est évident. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens, et c'est ce qui a été prouvé avec l'Imaudio, ont besoin de comprendre ce qu'on leur propose. Ils veulent des explications. Tu veux me vendre une enceinte à 20 000 euros? J'ai peut-être l'argent sur mon compte en banque. Explique-moi pourquoi je devrais mettre 20 000 euros sur la table. Est-ce que j'entends vraiment de différence? Est-ce que c'est à la marge? Est-ce que c'est subjectif? Est-ce que ce que tu mets dans ton enceinte, ça justifie le prix? Il faut qu'on m'explique. Moi, j'aime bien savoir ce que j'achète. Je pense que toi aussi. Oui, bien sûr. C'est une démarche tout à fait normale. C'est une démarche tout à fait normale, mais je pense qu'il y a pas mal de fabricants qui ont oublié ça. Ils ont oublié que il faut vendre son produit dans le sens positif du terme, pas vendre sa camelote. Vendre, expliquer les choses.
Et on a fait un gros travail de pédagogie sur l'IM, justement. On a expliqué aux gens comment ça se passe, comment est fait le prix d'une enceinte, qu'est-ce qui est calculé, qu'est-ce qui coûte cher, qu'est-ce qui coûte pas cher, comment on peut rogner, comment on peut optimiser, comment on peut essayer de faire un produit de qualité sans optimiser les coûts, sans pour autant rogner sur la qualité du produit. On explique, et c'est ça qui a plu aussi. Et pourquoi pas faire ça sur un créneau plus haut de gamme. C'est-à-dire se dire, les gars, on va vous sortir une enceinte à effectivement beaucoup plus cher, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 euros, peu importe, oui, mais avec un rapport valeur-prix que vous n'aurez pas du tout ailleurs. On peut le faire. C'est uniquement une question de volonté en interne. C'est tout. Si on décide de le faire, on peut le faire. S'il y a des gens qui me demandent, on peut peut-être faire une série limitée. S'il y a des gens, moi je peux faire aujourd'hui, on peut faire une enceinte qui serait vendue sur le circuit traditionnel, une enceinte à 35 000 euros. On peut la sortir avec le schéma de vente directe aujourd'hui qu'on propose avec Imodio. On peut la sortir à 8 ou 9 000 euros. Avec exactement la même chose à l'intérieur, si ce n'est mieux. On sait faire ça aujourd'hui. S'il y a des gens qui me le demandent, on peut le faire. Est-ce qu'on fera une petite série limitée de 10 pièces? On pensait par exemple avec François faire une série, tu sais, une gamme un peu l'Imodio Elite, tu sais, ou Premium, dans laquelle on va conserver cet état d'esprit vraiment rapport valeur-prix extraordinaire, mais un cran dessus. Tu vois? Ouais. Pour les clients qui recherchent autre chose d'encore plus subtil, d'encore plus performant. Bah, peut-être même les mêmes clients qui vous ont acheté les Force. Par exemple. Ouais. Quelqu'un qui veut monter en gamme par la suite. C'est quelque chose qu'on pourra faire. Bon, quand tu éduques je sais pas, ça se voit dans le vin, les gens, parfois, ils prennent des formations pour apprécier, hein. Ouais, c'est un monologue. Et puis, ils commencent avec un petit cru, et puis après, ils montent en gamme parce qu'ils ont le palais, et les oreilles fonctionnent sur le même principe. Quand tu prends... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je pense qu'il y a Je pense que la hi-fi haut de gamme, qui est en train de s'effondrer complètement, en France, en Europe et dans le monde entier, la hi-fi haut de gamme bling bling est en train de s'effondrer. Tous les clignotants sont au rouge actuellement. Tous les échos qu'on peut avoir du marché concernant ces produits haut de gamme sont actuellement rouge fluo. Ça veut dire qu'ils ne se vendent plus, ces produits. Alors, je voudrais m'adresser justement aux personnes qui nous écoutent et qui entendent parler du haut de gamme, ils voient dans les magazines des produits, etc. Je vais vous faire une petite confidence, ces produits ne se vendent absolument pas du tout. Tu confirmes? Oui. Je ne l'ai pas payé, je vous rassure. Ces produits ne se vendent absolument pas, ce sont des produits dits de représentation. La marque va sortir un produit à autant pour dire d'avoir un produit haut de gamme. Ces produits, au niveau des ventes, c'est zéro. C'est zéro parce que ça ne correspond à aucune réalité. Vous qui m'écoutez, réfléchissez une seconde à ce que je vais vous dire. Est-ce que vous avez dans votre entourage, combien de personnes vous avez dans votre entourage qui a une chaîne hi-fi à ce qu'on va qualifier d'une chaîne hi-fi? Une source, un ampli et puis une paire d'enceintes. À 5 000 euros. Déjà pas beaucoup. 10 000 euros. Ça commence à devenir... Il y a quelqu'un Le pourcentage est proche de zéro. Hein. Alors 30 000, 40 000 euros, on s'approche de l'infinitésimal, il n'y a quasiment plus personne. Donc quand vous ouvrez des blogs, quand vous ouvrez des magazines sur Internet, quand vous ouvrez des bandes d'essai, etc., ne vous fiez pas aux apparences, ce sont des produits qui ne se vendent absolument pas, tout simplement parce que le consommateur version 2019, bientôt 2020, sait identifier un rapport valeur-prix. Et c'est ce qu'ils ont fait avec l'Imodio. Et c'est pour ça qu'ils se sont jetés dessus dès les précommandes, parce qu'ils ont dit, là, ok. Il y a de la valeur. Il y a de la valeur ajoutée pour moi, c'est un prix très raisonnable, j'ai compris le truc, on y va. Alors pourquoi pas faire ça sur du plus haut de gamme? C'est une possibilité. On pourrait faire une écurie de courses chez Imodio. Oui, tout à fait. C'est possible, on peut le faire. On hésite, parce que le marché étant ce qu'il est aujourd'hui, des clients qui sont capables effectivement de dégainer des sommes importantes pour une paire d'enceinte, ça devient de plus en plus, entre guillemets, rare. Mais il y en a encore. Mais il y en a encore, et la question qu'il faut peut-être se poser, c'est l'inversé, c'est pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils se disent peut-être que ça vaut pas ses sous. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ne vont pas aller jusqu'au bout de leur démarche d'achat. Oui, parce que tout à l'heure tu parlais de l'occasion, mais l'occasion, le fait de faire la bonne affaire avec l'occasion, mais c'est aussi peut-être aussi parce que les gens, ils en ont marre de payer un prix fort qui ne correspond pas forcément à la valeur intrinsèque du produit, quoi. Sur les lignes, par exemple, on a eu zéro demande de remise de prix. Les gens n'ont pas demandé de remise de prix. Pourquoi? Parce que de toute façon, d'une part, ça aurait été refusé catégoriquement. On avait dès le départ fixé un tarif le plus juste possible. Parce que c'est pareil, Philippe, franchement,
Quand on te fait 30% de remise ou 20% de remise au bout de 10 minutes de discussion, c'est que le produit, soit il était gonflé au niveau du tarif de départ, ou soit c'est que la marge est très 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 bonne. Oui, ça, moi, je peux pas donner 20% de chiffre d'affaires comme ça, sous forme de remise commerciale. Dans le projet, c'est pas possible. Parce que le prix, il a été calculé de base le plus juste. Et s'il est juste, il peut pas souffrir d'une remise quelconque. Et les gens n'ont pas demandé. Parce qu'ils ont dit, effectivement, 1644 € la paire pour le modèle blanc Givre en stage web. Pour moi, c'est un prix juste, on y va. Et c'est un prix juste. Oui, mais là, au moins, la démarche, le client l'a compris. Exactement. Donc voilà, tout simplement. On espère renouveler le même exploit avec les petites choses. Je pense que ça devrait effectivement être pas mal. Voilà. Et c'est un beau projet, franchement, on est très content du résultat. En tous les cas, ce que j'en ai entendu, chapeau bas, quoi. Ça le fait, quoi. Pour une bibliothèque, c'est quand même relativement remarquable. Il y a une ouverture. Très naturel. Ça marche assez facile à driver, même à bas niveau, t'as pas besoin de pousser. Ce qui veut dire que le rendement est correct. On va sortir ça à un prix très très compétitif. Très compétitif. Bon, on va attendre d'avoir la confirmation du prix. Ouais. On devrait l'avoir, c'est une question de... On va patienter, allez, on va patienter. Je vais refaire une vidéo de présentation complète avec François, comme on avait pu la faire pour la première série, dans laquelle on va réexpliquer, peut-être pour les gens qui n'étaient pas à l'époque intéressés par le premier modèle, on va expliquer ce qu'on a mis dedans, les différences entre les produits, et on relancera une première série. Il y aura également la première chose First Edition. Génial. On va pas changer une équipe hygiène, ça très bien. Non, yes. Mais on est très content d'avoir réussi. Et on remercie les clients vraiment. Là, toutes les personnes qui nous ont fait confiance pour le projet. Je pense à des clients qui n'ont pas écouté les enceintes, qui ont commandé par téléphone. Je vais te dire, vous voulez écouter. Non, on vous fait. Ça s'est passé comme ça. On recevait des chèques au magasin, des gens qui commandaient du sud-ouest de la France. Non, on vous fait confiance. Si vous dites que c'est bien, c'est que c'est bien. C'est vous le professionnel. En tous les cas, belle réussite. Voilà. En tous les cas, je te remercie beaucoup. Merci pour tes questions, j'espère que... J'espère surtout qu'on a répondu aussi à certaines questions des clients qui pouvaient avoir et d'avoir précisé un peu des choses. Tout à fait. Voilà. En tous les cas, merci à vous. Merci de votre attention. Et à tout bientôt. À bientôt. Au revoir.